à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler essentiellement Bitcoin et on va tenter une nouvelle fois de répondre à la question est-ce que ça va pumper, est-ce que ça va dumper? Vous allez voir, la question, elle est extrêmement simple et la réponse est tout aussi limpide. On va parler order flow, pas de news aujourd'hui, plutôt play, plutôt setup et plutôt trading, mais je vais essayer un petit peu de prendre du recul et de vous amener dans des contrées pas si éloignées qui a tendance à se répéter dans le temps. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Moi j'utilise sur les actions comme sur les cryptoactifs et m'offre d'excellents résultats depuis plus de 7 ans maintenant. C'est gratuit, téléchargé plus de 15 000 fois, lien dans la description, Discord, onglet documentation. La question, on va la poser. La réflexion, on l'a déjà posée. Les acheteurs qui devaient acheter sur ce marché l'ont déjà fait, ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Les vendeurs qui devaient vendre, ou TP, l'ont également fait. Et les ETF au comptant Bitcoin ont été un magnifique et un formidable événement de liquidité pour pouvoir prendre des profits avec beaucoup de volumes qui ont été exécutés. Maintenant, est-ce que ça pump, est-ce que ça dump? Si ça pump, on comprend bien ici qu'on va tenter de faire acheter ou racheter plus haut des nouvelles personnes qui s'exposent sur ce marché. Si on devait dumper, alors c'est plutôt une initiation, une mécanique de faire capituler ou liquider pour racheter plus bas des baleines qui devront exécuter des quantités d'ordre très importantes. Cette question est posée. La réponse, vous la savez. Où est-ce que c'est le plus rentable pour le marché? Ni plus ni moins. Pour répondre à cette question, en tout cas tenter d'y apporter quelques éclaircissements, on va regarder du côté de l'order flow. Et actuellement, en fait, on voit pas grand-chose. On est très polarisé, on est en plein milieu d'un range, à plus peu Tering, à beaucoup plus grand range. Et les whales continuent à maintenir ce marché. Peut-être pas soutenir ce marché, mais le maintiennent. Donc elles ne vendent pas, le cours ne fera pas grand-chose. Les baleineaux, 100 000 à 1 million de dollars, continuent à maintenir ce marché. 10 000, 100 000 dollars continuent à maintenir ce marché. Il n'y a que les tout petits qui tentent de prendre des profits ou vendre sur toute la montée. Ont-ils raison? La question reste effectivement à poser. C'est peut-être pas très différent de ce qui s'était passé en avril dernier. On avait à peu près la même situation. On avait eu un maintien, un soutien au niveau des whales et les petits baleineaux, les petits poissons continuaient à vendre depuis toute cette accumulation, qu'on pouvait partir d'une forme d'accumulation. On est monté à 32 000 dollars et on s'est crashé jusqu'aux 25 000 dollars. On avait perdu près de 25%. Est-ce que ça va se répéter? La question reste complètement ouverte, mais l'order flow permet de nous apporter quelques éléments de réponse. Côté Coinalyse, on voit bien ici que c'est plutôt polarisé par rapport au taux de trader. On va essayer de chercher dans un espèce de range, des hauts, des bas, et puis on continue à consolider ici. Vis-à-vis du taux de financement ici, les funding plutôt en zone danger. À chaque fois qu'on se rapprochait de cette zone danger, près des 8 milliards de dollars de Bitcoin leveragé, qui est en termes quantitatifs de Bitcoin beaucoup moins élevé qu'il y a quelques mois en arrière, évidemment, puisque le prix s'est apprécié. À chaque fois qu'on arrivait sur cette zone danger, on impulsait des mouvements de forte liquidité, donc que ce soit au nord, que ce soit au sud, et historiquement, c'était plutôt vers le sud qu'on allait chercher toute la liquidité, avec des fundings plutôt positifs sur un certain nombre, d'une durée relativement importante, et des volumes relativement plats. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer, les fundings plutôt positifs ici, donc les taux de financement sont plutôt positifs, et les open interest plutôt élevés, donc jaune danger. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on peut aller chercher des poches de liquidité. Les poches de liquidité, on peut les voir sur Decentrader, par exemple. On voit bien ici. Alors, est-ce que c'est une image dans le temps? Est-ce que c'est plutôt un compte de résultat ou plutôt un bilan? Compte de résultat, c'est qu'il se déroule dans le temps par rapport à une vision du passé. Et le bilan, c'est une photo qu'on a prise à un instant T. Et est-ce que ces poches de liquidité existent encore? La question reste ouverte. On peut partir que oui, tout simplement. Donc, on garde nos trades. Donc, on conserve et on tient nos gains et on coupe nos pertes. Ici, les Weber se sont fait littéralement exploser jusqu'aux 48 000 dollars. Il y avait des énormes clusters de liquidités, ils se sont fait exploser. Maintenant, peut-être qu'on pourrait aller chercher quelques acheteurs, encore à levier, voire à fort levier, bien camouflés aux alentours des 25 000, 22 000, voire 20 000 dollars, pourquoi pas. Il faut comprendre que les gens vendent quand ça baisse. Et il faut bien aussi comprendre qu'on ne sera pas obligé jusqu'aux 20 000 dollars pour aller faire exécuter ou déboucler des longs qui sont encore positionnés. Généralement, il y a des TP qui ont été pris et des break-even qui ont été positionnés. Donc, si on veut voir le prix, en tout cas ces poches de liquidité, se déprécier, il faudra voir le prix également se dégrader.
Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est plutôt du côté des options, puisque ça, on sait que c'est plutôt un travail de market making, et on va regarder au niveau des échanges trimestriels, donc janvier, mars et juin. Côté janvier, 26 janvier, c'est un énorme cluster ici, de positions qui ont été catapultées, avec des strike price aux alentours des 50 000 $, on y est plutôt éloigné. Un max pain price à 41 000 $, on n'est pas si éloigné. Donc si on revient dans des ranges, peut-être qu'on revient sur cette mécanique au niveau de max pain price, qui sera peut-être à plus ou moins 2 000 $ près respecté. Ça, c'était la première. La seconde, plutôt 29 mars 2024, avec de magnifiques clusters également, et juin, ça a été fait dans la nuit, puisque hier, ça n'était pas encore. Max pain price, 37 000 $, avec des magnifiques strike price, 50 000 $, puis 65, 65, 60, 65, 70, 75 000 $, même jusqu'à 100 000 $, voire 120 000 $, plutôt côté call ici. Donc les acheteurs sont plutôt dominants sur ces contrats options. Si on part du côté du mois de juin, toujours un max pain price aux alentours des 31 000 $, avec un objectif de target d'Hermès aux alentours des 32 000 $. Est-ce que cette histoire va se répéter? La question reste complètement ouverte, et avec des calls plutôt alloués côté acheteur ici. Donc la pensée, le sentiment est plutôt haussier, mais les max pain price sont plutôt en deçà de la réalité du prix du marché actuel. Est-ce que ça va ou pas se répéter à plus ou moins 2 000 $ près? Si on est dans des ranges, c'est pas complètement impossible de voir ce type de fractal dite se répéter. Bon, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'on voulait voir au niveau de ces poches de liquidité, clusters de liquidité, des funding et des open interest en zone danger, même si on peut aller beaucoup plus haut sur ces open interest, mais il faudra encore avoir des prétextes, donc des news pour le catalyser. Et côté option, plutôt en faveur des bears ici, puisqu'on pourrait observer une forme de dépression de prix. Bon, ça, c'est dit. Maintenant, d'un point de vue technique, on est en train de bloquer. Et on bloque sur des choses qu'on avait déjà observées depuis plusieurs mois en arrière. Si je me mets en 14 jours ici, donc en 2 semaines glissantes, on voit qu'on est toujours sur notre SSB ici, et on clôture des bougies en 2 semaines exactement sur cette ligne, sur cette SSB qui est plutôt office de résistance ici. Bon. Donc c'est très technique, c'est très algorithmique. Les robots traders ont un petit peu des Shimoku Kinkoyo dans leur ADN, donc c'est plutôt pas mal respecté. Si on passe en mensuel, on le voit également ici par rapport à notre Kinjun, et voir un lestage sur le dos, un poids de 25 kg, qui pourrait nous retrouver aux alentours des 37 000, 36 000 $, et pourquoi pas aller épouser cette magnifique trend au niveau de notre SSB en mensuel, comme il avait déjà été répété précédemment dans le passé, c'était notamment en 2019. Quand on parle de 2019, on sait qu'on est très exactement à 90 jours. Actuellement, 90 jours de l'halving. Qu'est-ce qui s'était passé entre les 90 jours de l'halving et l'halving lors du précédent cycle? Je vous le fais en 1000, crack Covid 2020. C'était clairement ici. Vous avez eu un magnifique crack Covid 2020 qui était parti chercher des moyennes mobiles trimestrielles et mensuelles, 20 périodes et 50 périodes. On avait eu le crack Covid. Est-ce que ça va se répéter? Il faudra un sacré prétexte, un sacré catalyseur. Et j'ai envie d'être honnête avec vous, je le vois pas. Donc tant que je le vois pas, ça va être très difficile à jouer, pour être tout à fait honnête avec vous. Maintenant, si on veut faire rester des gens plus hauts, évidemment la performance doit être exposée, doit être vérifiée. Donc ce ne sont plus des oui-dire, mais ici ce sont des faits. Actuellement, on n'est pas très enclin en fait à rester ce marché, on s'en fiche un petit peu. Si on voit buy Bitcoin ou buy Ethereum, pour l'instant c'est complètement plat en fait. Il n'y a pas réellement de renouveau, il n'y a pas un regain d'intérêt. Si on part sur des plus petites time frames ici, si on le met par exemple sur les 12 derniers mois, oui, il y a un regain par rapport aux ETF Bitcoin. Alors, peut-être pas les 5 dernières années, ce sera peut-être plus représentatif. Je pense que oui. Voilà. Donc il y a eu un petit pic par rapport aux ETF, et puis tout de suite, le désintérêt revient au galop. Finalement, on a fait beaucoup de bruit pour peut-être pas grand-chose, puisque le marché l'a très probablement déjà relativement bien pressé. Bon. On a fait à peu près le tour d'horizon. Si on doit rentrer un peu plus dans la subtilité d'une fractale qui se répète, que ce soit cycle après cycle, ou que ce soit dans les marchés même plus traditionnels. Il y a 2 choses que j'ai observées. La première, elle est très psychologique, c'est ceci, par rapport à un sell-off, par rapport à un bear trap. Il est vrai que dans des phases d'accumulation institutionnelle, on observe un bear trap qui est extrêmement courant. Voilà. Donc on est polarisé, on est au milieu d'un range, d'un plus grand range, un énorme range, et je vous le montre ici si vous le souhaitez. Vous avez un petit range, donc on se retrouve au milieu d'un tout petit range, d'un énorme range entre les tops et les bottoms. On est pile sur les 0,50% de tout le précédent mouvement.
Pour que ce soit haussier, pour que ce soit définitivement haussier, qu'on reparte dans ce pull run, il faut casser des ranges. Donc 80% en range, 20% en tendance. Le seul range que je vois ici, qui est plutôt propre, c'est celui-ci. Espèce de bisou descendant qu'on avait déjà observé dans le précédent cycle. Lorsqu'on venait à le clôturer, donc c'était exactement au niveau de la halving au-dessus de, ce magnifique biseau descendant ici, bah, c'est exactement là qu'on se retrouve. Donc si on se retrouvait là-dedans, quelque chose comme ceci, à ce moment-là, on aura clairement un signal. Pour moi, ce sera le signal intégral. La Chikuspas aura cassé au niveau de la Tenkan. Donc juste ici, je vous le remets au niveau de Shimoku Kinkoyo. Donc on aura très probablement cassé ici au niveau de notre Tenkan. On sera passé au-dessus de notre Kijun, au-dessus de notre Tenkan en mensuel par rapport au prix. Bon, ma foi, on aura tous les signaux possibles et imaginables pour pouvoir continuer à apprécier ce marché et retourner dans un magnifique bull run, très probablement au niveau de l'halving ou post-halving, mais à quelques semaines ou quelques mois, ça comptera au niveau de 30 jours, pour être tout à fait honnête avec vous. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc on est sur une dernière résistance. Si les bears veulent reprendre le momentum, c'est maintenant qu'ils doivent le faire. Et si on repart sur des time frames un tout petit peu moins importantes, je reste ici sur la market cap de Bitcoin, on a des structures en M-top qui ont été confirmées, donc émotion, confirmation, sur notre RSI notamment on va être une période, de même qu'en 14 périodes ici, avec un triangle de contraction qui était en train de se mettre en place et qui a été cassé vers le bas. Voilà, donc ça c'est plutôt un signal d'alerte pour dire, attention, peut-être qu'il va falloir respirer. Mais dire respirer, ça ne veut pas dire dumper, ça veut dire potentiellement latéraliser, consolider. Et on sait que les ranges arrivent généralement à se positionner sur des 0,382, premier arrêt de tout un précédent mouvement, qui se retrouverait pour nous aux alentours des 36 000 $, 34 000 $ à peu près. Ça ne veut pas dire qu'on doit y aller. Dernière chose qu'il faut regarder, et j'arrêterai cette vidéo là-dessus, pas la peine d'aller beaucoup plus loin, c'est par rapport à quelque chose que je revois passer pas mal sur Twitter, c'est ces Golden Cross. Alors je rappelle que les Golden Cross, c'est le cross de la moyenne mobile 200 périodes et 50 périodes en daily. Donc si vous passez en mensuel, si vous passez en weekly, si vous passez en 4 heures, ça ne s'appelle plus des 10 cross ou des Golden Cross, puisque ces 10 cross, les appellations ne sont effectives que sur des time frames en daily. Mais c'est pas très grave, on va l'utiliser, ces cross, donc on n'appellera pas ça une Golden Cross, même si techniquement on le voit sous les yeux, parce que c'est comme ça que l'algorithme, l'indicateur a été fait. Qu'est-ce qui se passe quand on a ces 10 cross ou ces Golden Cross, mais plutôt ces cross moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire et 50 périodes en hebdomadaire? Bon, je vais le regarder avec vous. Ici, plutôt positif potentiellement, 10 cross, plutôt un bottom. On avait vécu plutôt un bottom dans la semaine qui suivait. Et dans le passé, il n'y avait rien. Bon, on va tout simplement essayer de regarder sur un actif financier avec un historique beaucoup plus éloigné. Et j'ai pris l'exemple d'Amazon, parce que pendant très longtemps, on a fait une corrélation quasiment exacte avec Amazon. Il faut le savoir, si vous prenez Amazon et vous copiez-collez directement sur le chart de Bitcoin, c'est assez représentatif et ça semble plutôt bien se répéter dans le temps. Bon, on va regarder ça ensemble. Vous pouvez le faire et vous amuser à faire ça sur des actifs technologiques. Ça marche plutôt pas trop mal. Et à chaque fois qu'on avait ce cross entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50 périodes en hebdomadaire, Golden Cross, petite excursion haussière, retracement. 10 cross, plutôt des bottoms ici, ou en tout cas un creux qu'il fallait racheter. Golden Cross, petite appréciation et crash derrière. Donc plutôt ce qu'il fallait vendre finalement. Si on repart un petit peu dans le temps, c'est exactement la même chose. Vous l'avez ici. Si on reprend la magnifique Death Cross, on est exactement sur les bottoms de marché. Et si on a une Golden Cross peut-être, ou en tout cas un cross de la moyenne mobile 200 périodes, 50 périodes, peut-être un événement à vendre et non pas à acheter. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici, au niveau de Bitcoin. Peut-être un événement qui devrait être vendu ici. On l'a sur cette bougie-là. Et plutôt une bougie, une shooting star, pas très jolie à observer. Peut-être une bougie de renversement pour aller, pourquoi pas, un petit peu corriger. Si on reprend la fractale, quasiment parfaite vis-à-vis du cycle précédent, souvent on essaye de se positionner là-dedans pour dire, on est ici. Alors, je vais peut-être pas prendre cette charte-là. Je vais essayer de la nettoyer un peu. Je suis sur quoi? Oui, c'est bon. 48 divisé par 48. Voilà, on va prendre ici. On se positionne ici. Mais ici, où c'est? Ici, c'est très probablement ici, pour être tout à fait honnête avec vous. Maintenant, si on doit prendre exactement sur le pullback qui avait été fait précédemment, on serait plutôt par rapport aux arrachements haussiers. Donc, je le prendrais plutôt ici personnellement. Je vais le grossir. Je vais le mettre en 4 et en jaune, par exemple. Ce qui correspondrait à ici, tout simplement. Donc oui, ce pullback sera extrêmement important. Est-ce qu'il va arriver ou est-ce qu'il ne va pas arriver? Vous avez exactement la question qui a été posée au début de cette vidéo.
où ce sera le plus rentable pour le marché, tout simplement. Généralement, on suit des flux. Des flux sont plutôt haussiers ici. Et généralement, on observe 2 flux baissiers, ou pour terminer les flux, ce qui correspondrait pour les élotistes à une 1, potentiellement une 2, et de partir sur une énorme 3. Mais cette grande 3 n'avait pas eu lieu précédemment dans le passé, notamment sur la cyclicité de Bitcoin en 2015. Donc est-ce que ça va se répéter ou pas? Personnellement, je n'ai pas malheureusement d'autre choix que d'attendre, d'avoir soit mes invalidations, bear ici, donc on casse le range par le haut, soit un creux, que je me ferai un plaisir, et j'espère que vous aussi, à tout simplement acheter, et croyez-le ou non, mais il y aura du monde pour acheter ce creux. Ciao.